Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler Mercato. On a fait le tour de la défaite contre le Bayern la semaine dernière, on a parlé des finances du club, des joueurs qui sont déjà présents dans l'effectif avec la non-prolongation de Messi qu'on a évoqué hier. Et bien aujourd'hui on va parler d'une potentielle recrue pour cet été, une piste qui est associée au club dans les médias depuis plusieurs jours, un joueur qui est très en vogue dans le football européen cette saison, j'ai nommé Victor Osimhen du Napoli, bien connu du réseau Luis Campos qui l'a déniché à Lille et refourgué à Naples en 2020 dans le cadre d'un transfert qui n'est pas tout blanc tout rose et qui aujourd'hui apparaît comme une solution pour remplacer un des trois de devant si il venait à partir. Messi ou Neymar, qui est la priorité du club, on le sait tous. Bref, installez-vous, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques mais d'excellente qualité. Il y a la boutique bien sûr, mais j'aimerais m'arrêter avant sur leur groupe WhatsApp qui est dans la description. Vous pouvez le rejoindre, ça vous coûte rien. Et ils font très souvent des tirages au sort pour vous faire gagner des maillots que vous pouvez personnalisé avec flocage et tout ça, et que vous recevez chez vous donc gratuitement. Si vous voulez faire directement vos emplettes, il y a la boutique, maillots de tous les clubs, sélection nationale, vintage, rétro, NBA aussi, des équipements de Formule 1, les survêtements de tous les clubs bien évidemment, et des délais de livraison assez raisonnables d'environ 3 semaines à des prix très bas, comptez une trentaine d'euros pour un maillot floqué, sans compter les réductions qui sont quand même très souvent présentes. Là par exemple, jusqu'au 16 mars, vous avez un maillot offert pour 2 achetés, 2 offerts pour 4 achetés et 3 offerts pour 6 achetés. Toutes les infos sont dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et merci à eux, c'est eux qui régalent. Bon alors, comme on l'a dit dimanche, le budget s'annonce très serré au PSG cet été. L'équipe parle de 80 millions auxquels il faut enlever l'option d'achat d'Ekitike, qui sera levée si on termine premier ou second de Ligue 1, et qui est de 28,5 millions fixe. On le rappelle parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est 35-40, mais ça c'est avec les bonus. Et franchement, je vois pas quelle performance collective de l'équipe et quelle performance individuelle d'Ekitike puisse débloquer des bonus dès cet été. Même son temps de jeu, il est tellement réduit qu'au final, même ça, je pense pas que ça débloque des bonus à payer à Reims maintenant. Donc, on enlève 28 millions de ces 80, ça fait un peu plus de 50 millions pour le PSG, même si cette info du budget, elle est un petit peu démago, parce qu'à côté, tu peux faire des ventes, tu peux libérer ta masse salariale avec Léo Messi, on y reviendra plus tard dans la vidéo, et puis surtout, QSI, ils peuvent se lever un matin, dire bon bah ça y est, on augmente le budget pour cet été, et en parallèle, tu as aussi la vente d'une partie du capital du club. On rappelle que Nasser l'a officialisé, cette volonté du club de vendre à un autre actionnaire, donc 10 à 15% du club, ce qui représenterait donc des liquidités injectées à hauteur de 350, 400 millions si tu négocies bien. Le club voulait le faire lors du premier semestre 2023. Bon bah il s'est écoulé, on est déjà à la mi-mars, on ne sait pas trop comment ça avance, il y avait des investisseurs américains sur le coup. Ça, par exemple, ça peut donner de l'espoir pour cet été. Ça peut être une bonne nouvelle de voir quelqu'un injecter 300, 400 millions dans le club parce que forcément, ça mettra un petit peu plus de budget pour le mercato estival, j'y crois. Mais c'était en vogue pendant la Coupe du Monde. Depuis, on n'entend pas trop parler de cette histoire de vente de capital. Bon bref, dans tous les cas, aujourd'hui, la situation est telle qu'il faut faire des concessions, des choix très forts en matière de priorité cet été. Parce que, globalement, on a des besoins à tous les niveaux, sur toutes les lignes. Mais tu vas devoir en prioriser d'autres, plus que certaines, puisque, évidemment, avec un budget pareil, avec tes ambitions, tu ne peux pas te permettre de faire plusieurs recrues à 10 millions sur chaque ligne. Tu dois faire 1 ou 2 recrues bien ciblées dans un secteur de jeu qui sont fiables physiquement, qui sont top niveau classe mondiale. Moi, je suis pour ce genre de mercato plutôt que l'été dernier où on a fait plein de joueurs à 150 millions et au final aucun qui sort du lot et s'impose comme un titulaire en puissance. Donc voilà, ça va être compliqué pour Campos de faire ça parce que c'est quelqu'un qui a toujours été réputé pour faire des mercatos très forts numériquement. Il avait plein de joueurs sous contrat dans tous les clubs où il est passé. Là, il faut qu'il arrête ça. Le PSG, c'est pas Monaco, c'est pas Lille. Nous, aujourd'hui, on a des soucis financiers. On doit faire avec. Si on avait argent illimité, bon, bah vas-y, on lui donne carte blanche. Mais là, si tu fais un mercato avec 200 millions grand maximum,
eh bah, tu dois faire 3 joueurs en fait sur ces 200 millions. Pas plus que 3 joueurs, pour bien te renforcer. Voilà, et parce qu'aujourd'hui, eh ben, gagner la Ligue des Champions, ça a un prix, et aucun club la remporte sans mettre d'argent, et avec l'Angleterre, la puissance de certains clubs, tu te dois de recruter des joueurs à 70-80 millions. Et puis c'est ce qu'on a toujours fait en fait. Toutes nos légendes qu'on a adoubées, même Cavani, qui faisait partie du FC mouiller le maillot, eh ben c'est 65 patates. Di Maria, pareil, grande légende, c'est 65, 70, même 75, selon certaines sources. Voilà. Au final, il n'y a qu'au début du projet où tu as réussi quand même à bâtir une vraie colonne vertébrale avec des joueurs que tu recrutes pas cher et qui par la suite deviennent des métronomes. Bref, bon, comme je le disais, le PSG a des besoins partout. Gardien numéro 2, si Navas ne reste pas, Sergio Rico, je suis pas sûr que ce soit le mec idéal. En défenseur, Skriniar va signer, c'est une bonne nouvelle, mais avec la blessure de Kimpembe, il faudrait peut-être un central gaucher et ou dans un style moderne d'anticipation, lecture du jeu, parce que là, on n'a personne en fait dans ce registre, et ça peut être compliqué rapidement pour Skriniar, pour Marquinhos, pour Ramos s'il prolonge, pour Kimpembe quand il reviendra, si on n'a pas, en fait, le Thiago Silva qu'on n'a jamais remplacé. Ce joueur qui a une très bonne lecture des trajectoires, qui couvre, qui anticipe bien, qui est très intelligent dans son placement, qui fait des interventions propres, qui a un apport à la relance. On n'a aucun joueur, en fait, dans ce registre-là, aujourd'hui. Kimpembe, non, défend en avançant. Marquinhos, non. Skriniar, non. Ramos, non. Danilo, peut-être, est le joueur qui s'en rapproche le plus. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus second couteau polyvalent, en fait, qu'il faut le voir, Danilo. Au milieu de terrain, bon, bien évidemment, il te faut un 6, il te faut un relayeur, il te faut un box-to-box, il te faut un 8-10 qui fait le lien entre l'attaque et le milieu. Bon, bref, c'est un chantier colossal comme d'habitude, on ne s'éternise pas. À gauche, un remplaçant à Nuno, s'il y a une affaire. Par exemple, il y avait Ben Sebaidi, mais je crois qu'il a trouvé un club, si je dis pas de bêtises. Il y a Guerrero aussi, du Borussia Dortmund, qui était une piste en 2017, je crois. Ça peut être pas mal de lui trouver un remplaçant un petit peu meilleur que Juan Bernat. Vendre aussi Bernat, mais ça me paraît assez utopique vu son giga salaire de 8 millions. Achraf, son affaire avec la justice, elle est à surveiller, hein, parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, bon, il est mis en examen, il y a la présomption d'innocence, mais s'il est déclaré coupable, la réalité, c'est que qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis si on parle d'un point de vue sportif, je pense qu'on fera une vidéo sur lui très prochainement, parce que je trouve que c'est un joueur qui passe un petit peu au travers des critiques en fait, voilà, qui est assez protégé. Derrière lui, Mukiele donne satisfaction, du coup ça peut t'enlever un besoin de recrutement dans ce secteur cet été, même si, je l'ai toujours dit, un mec qui a du ballon, un Yannick Ferreira Carrasco par exemple, pas lui, parce que aujourd'hui il commence à se faire vieux, mais un joueur dans ce style-là, j'aimerais bien en fait, pour le système A3, avoir un joueur qui est capable de conserver le ballon, d'avoir une bonne conduite de balle, de le porter et dans le dernier tiers centré par exemple. Ça peut être intéressant, ça peut être un très bon complément d'Achraf Hakimi, que n'est pas Mukiele. Et puis en attaque, il faut un milieu droit et un 9, sans compter les remplaçants si Messi ou Neymar part. Donc voilà. Tout ça, c'est l'état des lieux. Maintenant, pour moi, pour ce qui est de l'attaque, parce que c'est le sujet de la vidéo, priorité au 9 par rapport à l'ailier droit, parce que c'est quelqu'un que tu peux installer titulaire et qui va quand même bonifier la majeure partie de tes joueurs. D'abord Mbappé, parce qu'il a besoin de ce pivot, ce joueur sur lequel centrer. On rappelle que ce soit de l'extérieur du pied, intérieur du pied, à ras de terre, Mbappé a une très très grosse qualité de centre. Hein. Aujourd'hui c'est compliqué, hein. Il en a donné un pour Danilo, pour Messi lors du Classico. Il en donnait à Icardi quelques-uns quand il était encore au club, mais sinon il n'y a personne pour les reprendre en fait. Ekitike est grand, mais c'est même pas une question de physique, Ekitike, il est grand. Physiquement, au duel, il pourrait être frêle, mais en fait il est tellement mal placé, il joue toujours à contre-courant, il est jamais là au bon moment. Et ça fait que quand tu sens, il n'est pas là en fait. Il n'est même pas à la retombée du ballon, tout simplement. Voilà. Donc il faut quelqu'un pour reprendre les centres d'Mbappé, pour reprendre ceux de Nuno et Achraf Hakimi. Même si Achraf, lui, attention, ses centres, il y en a la majeure partie. C'est pas une question d'avoir quelqu'un pour les reprendre. C'est juste que c'est des centres au troisième poteau à la Thomas Meunier. Hein. Contre le Bayern, c'était ça. Les 6 centres qu'il a loupés, c'était ça. Bref.
Et puis surtout aussi, ils font un point de fixation pour nos milieux sans personnalité. Imaginons, tu leur mets un ailier droit, enfin t'as le dilemme, leur mettre un ailier droit qui va leur demander de la profondeur, ou un neuf qui va décrocher, qui va être face à eux. Évidemment, nos Vitinha, nos Ruiz et consorts, là, tous les mecs qui n'ont aucune personnalité, bah vaut mieux leur mettre un neuf qui serait un point de fixation, plutôt qu'un ailier droit qui leur demanderait de la profondeur, de la verticalité, ce qui serait probablement trop leur en demander. Et pour Donnarumma, qui a l'habitude de balancer des parpaings, ça peut être pas mal d'avoir un joueur grand, athlétique, capable de contrôler les ballons avec le torse ou la tête devant. Alors, Osimhen est ce joueur. Loïc Tanzi. Selon lui, un rendez-vous a eu lieu entre l'agent et Campos qui tente de le convaincre de venir cet été. Ça a été démenti, cette info d'une rencontre entre l'agent et Campos, par un journaliste napolitain. Voilà. En Allemagne, Sky Sport Germany a dit que le PSG faisait partie des intéressés avec Manchester United, ce qui paraît logique. Eux, je crois qu'ils sont aussi sur Harry Kane. Chelsea, alors eux, Romelu Lukaku va revenir de près de l'Inter, Marotta l'a annoncé aujourd'hui. Ils ont cruellement besoin d'un neuf, hein. Je pense que voilà, c'est ce qui manque à leur équipe aujourd'hui, leur besoin numéro 1 cet été. Osimhen serait parfait pour eux. Et City, alors eux, tu sais pas ce qu'ils foutent là. Ils ont Erling Haaland, ils ont Alvarez, mais ils sont sur le coup concernant Osimhen. Bon, écoutez, de l'autre côté, ils sont aussi sur Guardiola, en fait. Voilà, c'est simple. Ils sont sur Bellingham. Et aujourd'hui, ils sont en quart de finale de Ligue des Champions, ils sont favoris. Alors vous me direz comme tous les ans, sans jamais la gagner, hein, parce que Pep Guardiola fait des dingueries, parce que jusque-là, ils n'avaient pas ce numéro 9 qui pliait les matchs ou qui mettait les quelques occasions que tu pouvais avoir dans un match serré. Bref, ça me paraît un petit peu bizarre, mais voilà, quand tu vois leur politique, ils sont sur tous les dossiers, et cet été, franchement, ils font soit Guardiola, soit Bellingham. Moi, je suis super jaloux, en fait, de les voir faire ça, parce que c'est ce que le PSG devrait faire si on veut retrouver, en fait, l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Je dis même pas gagner la Ligue des Champions, je dis juste aspirer à aller la chercher. Parce que vraiment, ce serait trop prétentieux de dire, on va faire un mercato pour aller la chercher. Non, là... on va se détendre, on va prendre 2 ans pour essayer quand même de rebâtir une équipe de football, hein, et pas une équipe de rockstars qui vendent les maillots mélangés de joueurs sans personnalité qui sont incapables de prendre les rênes de l'équipe quand les stars sont pas là et qui se cachent derrière eux quand ils sont là. Donc bon, c'est compliqué. Bref, bon, dans tous les cas, notons qu'on est dans la période traditionnelle d'après-élimination, où chacun veut sauver sa pomme au sein du club, et donc on fait fuiter des informations qui plaisent aux supporters pour se les mettre dans la poche et essayer de continuer. Même si je ne suis pas sûr que ça pèse dans le fait que Campos et Galtier continuent. Faire fuiter des articles qui font plaisir aux supporters, qui font peut-être plaisir à leur direction aussi. Hein. Parce que Doha, bon, je pense pas qu'ils les lisent, hein, les articles du Parisien, les articles de l'équipe. Eux, Doha, on rappelle qu'ils fonctionnent à la loyauté, pas à la compétence, et qu'ils peuvent se réveiller un matin, décider de te virer, c'est simple. D'ailleurs, Galtier, j'ai fait une vidéo sur lui, j'ai oublié de le préciser. Mais je veux pas m'en séparer d'ici à la fin de saison, c'est ce qui va se passer. Mais par contre, en fin de saison, franchement, d'un point de vue purement objectif, je vois pas comment Doha peut le garder. Sachant qu'ils ont toujours kiffé les entraîneurs à la Guardiola, ils ont pris Tourelle en 2019, ils ont eu Xavi aussi au Qatar avant qu'il aille au Barça. Tous ces entraîneurs à la philosophie très marquée, voilà, très pressing, le beau football en fait. Ils sont amateurs de beau football. Tu peux tout dire. Peut-être qu'ils connaissent rien au foot, mais ils aiment le beau football. Ils rêvent de Guardiola, ça tout le monde le sait. Donc voir Galtier et son équipe qui met 0 but aller-retour contre le Bayern, sans aucune ambition à l'aller, alors que l'émir était au parc, voir son club avec un 4-4-2, ligne resserrée, défensif, mais franchement, je me mets à sa place. Je vois pas comment il pourrait garder Galtier en fait. Surtout qu'en plus, à la base des bases, Galtier, c'est un choix qu'ils n'ont pas voulu. C'est un fait très très rare sous l'ère QSI, sachant qu'ils ont toujours choisi, les entraîneurs, ils ont toujours un petit peu mis leur nez dans la politique. Là, on peut quand même pas leur reprocher ça. Hein. Le DS est sur la même ligne que son entraîneur et on voit que ça porte magnifiquement bien ses fruits au quotidien, puisque la culture du travail, c'est toujours 0 dans ce club. Même si, je vous l'accorde, ça prend plusieurs années en fait pour mettre en place un tel projet.
Surtout quand tu pars d'aussi loin avec le PSG. Bon, Osimhen, déjà, c'est pas moins de 100 millions. Donc, disons-le, c'est un all-in. Tu fais tout ton mercato sur lui. Derrière, tu peux recruter un ou deux joueurs, style Renato Sanchez l'été dernier. 15 millions, pas plus. Donc, c'est vraiment un vrai choix. Mais si on parle de manière brute, Messi te coûte combien chaque année? 40 millions de salaire, disons. Même si je pense qu'il y a une partie, c'est en crypto-monnaie, comme on l'avait entendu. Ou non, c'était à prime à la signature qui était en crypto. Je pense qu'il y en a une partie qui doit être dissimulée dans des contrats un peu bizarres, de sponsoring et tout ça. Mais dans tous les cas, il te coûte 40 millions par an. Osimhen, imaginons tu le signes à 100 millions, salaire de 10 millions, contrat de 5 ans. Avec les histoires d'amortissement que je développe toujours, donc je ne le ferai pas dans cette vidéo, ça veut dire qu'il te coûterait 30 millions par an sur 5 ans. 20 millions d'amortissement de l'indemnité, 10 millions de salaire, 30 millions par an sur 5 ans. C'est donc moins que ce que Messi te coûte par an, 40. Bah, le problème, c'est que Messi, lui, c'était sur 2 ans. 3 s'il prolonge. Voilà. Donc, si on parle de manière brute, en réalité, Osimhen te coûterait moins par an au club. Bien sûr, c'est des magos ce que je vous ai dit. Parce que derrière, si Messi part, évidemment que tes recettes billetterie baissent, que tes sponsorings sont plus difficiles à renouveler, à maximiser et à négocier. Évidemment, on va pas se mentir, hein, Osimhen, c'est pas le genre de joueur, même s'il surperforme, ok, il vendra des maillots aux supporters parisiens, Île-de-France, français. Mais enfin, les Japonais, les Américains, ils en ont rien à branler. Hein. Ils vont pas acheter ces maillots, comme ils achètent déjà pas ces maillots au Napoli aujourd'hui. Bref, donc voilà. D'un point de vue économique, de manière brute, ça me paraissait marrant de signaler le fait qu'il coûterait en fait autant que Messi. Même si au niveau des retombées derrière, c'est un peu des magots. Ça collerait plus avec Neymar. Si tu fais partir Neymar, tu t'économises son salaire donc de 35 millions. Et avec un transfert d'Osimhen à 100 millions, tu fais donc carrément des économies chaque année. Je ne sais pas si on se rend compte. Voilà. Là, ce serait une vraie opération. Là, ce serait une vraie opération. Et on sait tous que c'est le rêve de Luis Campos, hein, parce qu'il veut prolonger Messi, il veut virer Neymar. Mais c'est l'inverse qui va se passer. Bref, Osimhen, 24 ans, profil du buteur moderne par excellence. Hein. Là, on va pas se mentir, moi je le kiffe, c'est un rêve absolu de le voir au PSG. Il a une grosse finition de n'importe où dans la surface, avec n'importe quelle surface du pied, un gros jeu de tête pour reprendre les centres de Mbappé et de nos latéraux. Il est très puissant pour conserver le ballon, pour le contrôler de haut jeu et même se retourner. Alors, dans son jeu à la construction, c'est pas un Harry Kane. Harry Kane, lui, il va te contrôler le ballon à 70 mètres du but, se retourner, faire une passe tel un numéro 10 qui va casser les lignes, qui va lancer un partenaire dans la profondeur. Non, Osimhen, c'est pas ça. Osimhen, il va être un point de fixation. Donnarumma peut relancer sur lui parce qu'il est grand. Je crois qu'il fait 1m86, 87, un truc comme ça. Ma taille, tiens. Et donc, il va pouvoir les contrôler de la tête, remiser, se retourner. Mais en aucun cas avoir ce supplément, hein, voilà, qualité de passe pour voilà, lancer un partenaire dans la profondeur. Profondeur qu'il peut prendre lui-même, hein, parce que c'est quelqu'un qui a un gros physique, des jambes qui sont très grandes, hein, et qui est capable donc d'être un contre-attaquant, très intéressant dans la manière dont on approche les grandes échéances. Voilà. La plupart de nos gros matchs en Ligue des Champions, tu les fais en fait en jouant en contre-attaque. Osimhen est ce genre de joueur, en fait. Contre le Bayern, tu le mets à la place de Messi avec Neymar, sur ton 4-4-2 à l'aller là au Parc des Princes. Ça change quand même 2-3 petites choses, je pense. Hein. Donc voilà, prise de profondeur pareil, donc il est capable. Ça, c'est très bien pour libérer de l'espace sur les côtés à Mbappé, à un potentiel ailier droit. Pour libérer de l'espace aussi entre les lignes, pour Neymar, hein, qui va le rester qu'on le veuille ou non. Pour nos milieux de terrain, enfin bon, pour eux, ça sert à rien de leur libérer de l'espace, parce que, espace ou pas, ils n'ont pas de personnalité. C'est un très bon presseur. Alors évidemment, à Naples, là, il est dans un contexte, hein. Mais bon, avec Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Achraf Hakimi qui a des très bonnes qualités de contre-presseur. On rappelle que c'est lui qui est à l'origine de la frappe, la passe de Vitinha dans le but vide avec Jan Sommer. C'est Hakimi qui pousse le gardien bavarois à la faute sur un contre-pressing. Mais il y a beaucoup d'actions qu'on pourrait citer avec Achraf comme ça, où il est très bon contre-pressing. Le problème, c'est qu'il n'est pas suivi. Voilà. Le problème, c'est Mbappé, qui ne fait rien défensivement, et la ligne défensive. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, envisager le PSG jouer avec un pressing intense très haut, c'est compliqué parce que derrière, si l'adversaire passe ton premier rideau, ta ligne défensive est tellement pas à l'aise quand tu joues haut
que tu te fais tuer en fait. Parce que Skriniar, Marquinhos, Ramos, c'est pas des joueurs qui sont faits pour courir vers leur but. Voilà, on en revient à mon problème de défenseur intelligent, d'anticipation. Si tu recrutes un joueur de ce style-là, ok, là tu pourras penser à imprimer un gros pressing parce que derrière, tu auras un petit peu de garantie. Mais là, tu fous par exemple Skriniar, Marquinhos dans une équipe qui presse comme des barzingues et qui se retrouve 5-6 fois dans le match à subir une contre-attaque, c'est très compliqué, quoi. Les mecs, si t'as un attaquant un petit peu rapide en face, c'est fini. Marquinhos, tu lui mets un buteur qui est bien tonique sur ses appuis, bien physique, et Skriniar, tu lui mets un petit rapide, terminé. Les deux, tu les revois plus, hein. Et voilà, tu prends des buts, hein. Bon, bref. Donc voilà pour Osimhen. Donc vraiment, profil parfait. J'aimerais noter quelque chose, ça peut paraître bête. Enfin, donc il est né au Nigeria, il a connu la pauvreté, mais la grande pauvreté étant petit, je crois qu'il a dû vendre des bouteilles d'eau dans la rue pour arrondir les fins de mois et tout ça. Bon bref, ça c'est le genre d'anecdote que tu cites dans les vidéos un peu bateau. Il a perdu sa maman jeune, il a eu des difficultés dans sa formation, hein, il a eu des blessures, ça d'ailleurs c'est à signaler, hein. Il se blesse même au Napoli, il s'est blessé à plusieurs reprises, il a d'ailleurs son masque cette saison. Il a eu aussi le paludisme à un moment donné, qui lui a fait échouer des tests à Bruges. Voilà, mais il a persévéré et aujourd'hui il a 24 ans. Donc tous ces petits faits-là me font dire que quand même c'est un joueur avec une mentalité au-dessus de la moyenne, hein, parce que pour en arriver là, je pense qu'il a plus peiné que la majeure partie de nos joueurs actuels dans l'effectif. En gros, bref. Bon, de l'autre côté, tout ça c'est bien beau, il rêve de la Première Ligue, il connaît déjà la Ligue 1 avec Lille, donc c'est très compliqué de l'attirer, mais à cet argument je répondrais, on a attiré Di Maria, Neymar, Messi, Navas, Mbappé, on l'a prolongé, Ibra, Thiago Silva, Cavani, qui étaient quand même des joueurs gratin mondial, voilà, à l'aide évidemment du portefeuille, mais aussi du projet sportif, hein, parce que je rappelle que le job du directeur sportif, c'est convaincre les joueurs, donc si Luis Campos ne les convainc pas, à quoi il sert? Surtout qu'en plus, l'aspect financier, la rédaction des contrats, ce sont des avocats qui le font, pas de problème, on va pas demander au DS de faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que les négociations financières avec les autres clubs, c'est pas lui qui le fait. C'était Antero l'été dernier. Là, on ne sait pas qui ça va être, mais il l'a jamais fait dans ses autres clubs, en fait, Luis Campos. Lui, sa seule mission, c'est étaler le projet aux potentiels recrues, les convaincre. Donc, s'il ne le réussit pas, il ne réussit pas son job. Voilà. Bref, le Napoli, c'est un super contexte pour lui. Pourquoi il partirait tactiquement avec le 11 de Spalletti, ce 4-3-3 qui marche à merveille, les résultats, parce qu'aujourd'hui, ils sont en route pour la Serie A, en Ligue des Champions, ça marche, et l'atmosphère, hein, cette ville qui respire le foot, Napoli. Bon, bref, tout ça me font dire que c'est compliqué de l'envisager, hein. Et puis ensuite, évidemment, péter tout le budget sur un attaquant, alors qu'on est incapable de faire monter les ballons jusqu'au dernier tiers avec nos milieux sans personnalité, ça me paraît être pas très judicieux, limite très con. C'est-à-dire que là, tu vas mettre un numéro 9 dans une équipe qui ne sait pas ressortir les ballons, qui ne sait pas les contrôler au milieu de terrain et qui n'a aucun relais pour justement les faire arriver dans le dernier tiers. Ça n'aurait pas trop de logique. Voilà. Mais ça n'enlève pas quand même la nécessité d'avoir un vrai finisseur. Mbappé tourne à un raté par match cette saison. Messi est moins tranchant, même lui il le dit en fait, il est plus attiré vers le but, il veut faire des passes décisives, et très souvent il arrive dans le dernier tiers, tu te dis mais allume la cage! Et il préfère la passe, il préfère les gris-gris, donc c'est un petit peu dommage. Bon, Neymar, on n'en parle même pas, hein, il est devenu relayeur lui. Et derrière, en fait, derrière les trois, mais en fait, qui a des qualités de finition dans cette équipe? Là tout de suite, le premier qui me vient en tête, c'est Carlos Soler, avec les 6 buts qu'il a marqués. Et c'est pas n'importe quel but. À chaque fois, c'est sur des seconds ballons, sur des déplacements qui sont bien sentis, sur des frappes qui sont fortes, par exemple. Parce que Fabian, les frappes entrées de surface toutes molles, c'est compliqué. Après Soler, je dirais Hakimi, qui a une grosse finition. Et Kitike, franchement, on n'a pas vu grand-chose, hein. Les buts qu'il met, c'est des buts à chaque fois dans les 6 mètres, contre des petites équipes. Donc bon, que Soler, tu vois, c'est des vrais buts. Et Kitike, Angers, il reprend un centre à 3 mètres du but. Lens, il y a faute. Lens, il y a faute. Et c'est à 3 mètres du but. Donc bon, bref.
sans rien enlever à ses buts, je mets Solaire devant lui en fait, dans le classement des finisseurs dans cette équipe. Donc bon, on a vraiment besoin d'un mec qui va tuer un match, qui va te marquer le 2-0, le 3-0, pour ensuite être tranquille, faire tourner en seconde mi-temps. Et surtout, en fait, les 100 millions sur Osimhen, elles seraient bien dépensées. Mais elles le seraient encore mieux sur un milieu de terrain top classe mondiale. Le problème, c'est que je vois pas le club faire ce genre de milieu, en fait. Par exemple, pour faire très concret, je terminerai la vidéo là-dessus, je préfère mettre 100 millions sur Osimhen, 24 ans, que 70-80 sur Bernardo Silva, 29 ans. J'en dis pas plus, je ferai une vidéo sur Bernardo Silva prochainement. Joueur que j'adore, ceci dit, et que je veux voir au club, mais pour pas plus de 55-60 millions avec les bonus. Grand maximum. Grand maximum. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao.